5 millions de tonnes de céréales attendues et plus d'1 million en culture de rente. Objectif affiché pour la campagne agricole humide. Pour cette saison, le Burkina maximise dans la production du riz pour une réduction de la facture de l'importation. Nous serons dans un instant à Boussouma pour le lancement officiel de la campagne. La communauté musulmane dans l'attente du croissant lunaire pour la célébration de l'Aïd el-Fitr. La grande prière sera célébrée dans le strict respect des consignes sanitaires, distanciation sociale de rigueur, tapis de prière individuel, port du masque et utilisation du gel hydroalcoolique. Nous serons avec la FAIB dans une poignée de minutes. De déchets plastiques à des pavés de rue, exploit réussi par la coopérative des femmes de Boala. Elle redonne vie aux sachets plastiques depuis 2018 à travers des dispositifs de collecte. Comment cela fonctionne-t-il? Nous serons dans la commune avec une de nos équipes sur place. Le Pakistan endeuillé après la chute d'un avion de ligne avec plus de 100 personnes à bord. La catastrophe aérienne a causé au moins une cinquantaine de morts. L'avion s'est écrasé sur les habitations d'un quartier résidentiel. Un coup dur qui intervient quelques jours seulement après la levée des interdictions de vol pour cause de Covid. Et ce sont là les titres de votre 20h. Madame, monsieur, bonsoir. Intensifier la production agricole dans son ensemble et booster la production de certains produits stratégiques comme le riz. C'est sur cette dynamique que s'annonce la campagne agricole humide 2020-2021. Le lancement est intervenu ce matin à Boussouma dans la région du centre. Pour cette saison, les objectifs de la production sont estimés à plus de 5 millions de tonnes de céréales et plus d'1 500 000 de tonnes de culture de rente. Voyons cela avec Alidou Badini et Ernest Kambiri. Un coup de tracteur et c'est parti pour la campagne agricole de saison humide 2020-2021 au Burkina. Pour 2020-2021, il est question d'intensifier la production agricole dans son ensemble et de booster la production de certains produits stratégiques, en particulier comme le riz, dans le cadre de l'initiative présidentielle Produire 1 million de tonnes de riz paddy pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations et réduire ainsi la facture d'importation de riz. Et pour cette année, les objectifs nationaux de production sont estimés à plus de 5 600 000 tonnes de céréales et plus d'1 million de tonnes de culture de rente. Il y a de très grands défis à relever dans ce contexte parce que aucun pays au monde ne va produire pour donner à l'autre. Il faut vraiment qu'on se base sur notre production endogène. C'est pourquoi le chef d'État a donné des instructions et ensemble, nous allons relever ces grands défis qui vraiment va permettre au Burkina, à partir de cette pandémie, qui devient vraiment une opportunité pour nous de pouvoir intensifier notre production. Les défis sont énormes et d'ores et déjà, les partenaires techniques et financiers réaffirment leur engagement aux côtés du gouvernement. Pour cette campagne, plus de 9 322 millions de francs CFA sont mobilisés pour soutenir la production agro-silvopastorale et halieutique. Les partenaires techniques et financiers sont prêts pour accompagner le gouvernement, pour mobiliser des ressources, pour mise en œuvre la stratégie qui a été bien délignée par monsieur le ministre d'Agriculture. Donc nous sommes là. Pour atteindre les objectifs de production dans ce contexte de Covid-19, où il est de plus en plus question de domestiquer la production agricole, l'État burkinabé met à la disposition des producteurs des intrants, matériels et équipements agricoles. Et en 2020, ce sont plus de 39 000 tonnes d'engrais minéraux, plus de 14 000 tonnes de semences améliorées et 400 tracteurs équipés qui seront ainsi cédés aux acteurs pour intensifier la production à travers un mécanisme de distribution électronique. Ce n'est pas un don qui a été fait aux chambres d'agriculture, mais ces tracteurs seront donnés à crédit à des coopératives et il y aura un système de revolving. C'est-à-dire que les coopératives vont payer les tracteurs et ensuite il y aura d'autres coopératives également qui vont venir à travers les appels à projets que nous allons faire au niveau de chaque région pour que ces coopératives puissent rentrer en possession de ces tracteurs. Donc je tiens vraiment à préciser cela. Pour leurs efforts déployés en faveur des producteurs de leurs régions agricoles respectives à travers une dotation de 16 tracteurs agricoles, Célestin Koussoubé, président du conseil régional des Hauts-Bassins, et Madi Kondombo, président de la chambre régionale d'agriculture du Centre-Ouest, ont reçu des attestations de reconnaissance pour leur engagement.
Une tendance baissière remarquable aussi bien au niveau des cas positifs que de celui des cas de décès. 21 cas cette semaine contre 46 la précédente. C'est donc dit que le Covid-19 est en perte de terrain au Burkina. La coordination nationale de riposte était face aux journalistes pour le point hebdomadaire. Le compte rendu détaillé avec Césaire Carrefour et Maxime Zongo. Après la semaine du 15 correspondant la date du 6 au 12 avril, période du pic, 151 cas confirmés en 7 jours. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la maladie progressivement est en train de perdre du terrain au Faso. En tout cas, c'est ce que révèlent les chiffres livrés à l'occasion de ce point hebdomadaire de la coordination nationale de riposte. La semaine 15, qui est la semaine donc du pic, nous avions notifié donc 482 prélèvements avec 151 cas testés positifs. La semaine qui a suivi, 365 cas avec 66 cas positifs. La semaine 17, 272 cas avec 54 cas positifs. La semaine 18, 496 cas avec 37 cas positifs. Et la semaine 19, 958 cas avec 88 cas positifs. Et la semaine dernière, nous avions pu faire 1460 prélèvements avec 46 cas positifs. Et cette semaine, nous sommes à 520 prélèvements et 21 cas positifs. L'évolution des décès, elle aussi, au regard des chiffres, présente une tendance à la baisse. Nous avons au total 52 décès. Mais à la semaine 15, où on avait donc le cumul également des décès, avec 9 décès. Et depuis lors, nous avons eu une diminution, puisque la semaine qui a suivi, la semaine 16, nous avons notifié 8 décès. La semaine 17, 6 décès. La semaine 18, 3 décès. La semaine 19, 4 décès. La semaine 20, 2 décès. Et cette semaine, 0 décès. Du bilan de la semaine, la coordination annonce un renforcement massif du nombre de dépistages, tout comme le dispositif de lutte. Cette dynamique, selon Brice Bikaba, sera poursuivie les semaines à venir. À l'heure actuelle, ce sont 5 régions au Burkina qui sont touchées par la maladie. Le centre, les Hauts-Bassins, la boucle du Moun, le plateau central et le Sahel. Et c'est dans ce contexte de crise sanitaire que sera célébré l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du jeûne musulman. Pour la Fédération des associations islamiques, il est important pour chaque fidèle de respecter les mesures de précaution lors de la grande prière. Le port du masque est donc obligatoire et les tapis de prières individuels, non sans oublier l'utilisation des gels hydroalcooliques. C'est d'ailleurs ce qui justifie le don de la FAIB aux mosquées de la région du centre. Daouda Ouattara et Issia Kanana pour le témoignage. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Le Covid-19 change les habitudes et la Fédération des associations islamiques du Burkina FAIB s'y adapte. Pour la prière du Ramadan cette année, la fêtière des associations islamiques appelle au respect de la distanciation physique. Elle exhorte chaque fidèle à apporter son tapis individuel sur l'aide de la prière. Aussi, les organisateurs, eux, devront également s'abstenir de déposer les nattes. Le port du masque ou du cache-nez est obligatoire. Les dispositifs de lave-mains et de gel hydroalcoolique doivent être placés sur tous les lieux de la prière. En outre, les fidèles devraient surtout s'abstenir de se rendre visite le jour de la fête afin de préserver la santé de tous. Quand il y a un danger de force majeure, même ce qui est permis peut tomber. La distanciation sociale, c'est par rapport à la vie des humains qu'on veut protéger. Et la vie des humains, la vie de l'espèce humaine est sacrée. Donc, discutons avec le cheikh Doucouré, les éminents ulama. Ils ont dit comme si on cible la région de force majeure, on peut distancer et notre prière sera accordée par les sœurs. Si vous avez suivi la télé en Arabie Saoudite, ils font la distanciation en haram. Au Pakistan, on le fait en Indonésie. C'est les mêmes écoles, mais ils ont ciblé la région de force majeure. Et pour joindre l'acte à la parole, la Fédération des associations islamiques du Burkina met à la disposition de ces associations membres des kits de protection. D'une valeur de 7 millions de francs CFA, ce matériel se compose de lave-mains, de gel hydroalcoolique, du savon, des masques de protection et de thermoflash. Du matériel destiné aux mosquées des associations membres de la fêtière de la région du centre.
La célébration, dans son aspect festivité, ne sera donc pas celle des grands jours de la sobriété. C'est ce que préconisent bon nombre de fidèles au regard des affaires déjà au ralenti. Et c'est ce qui ressort également des échanges entre notre équipe et ceux à qui elle a tendu le micro. Nous écoutons les propos avec Jean-Eudes Bayala et Maïmouna Traoré. Ramadan dans le contexte de Covid-19. Le couvre-feu, la quarantaine, la fermeture des marchés, ces mesures prises par le gouvernement pour endiguer la pandémie au Burkina Faso ont eu un impact négatif sur l'économie. Les affaires ne sont pas bonnes et beaucoup de musulmans n'ont pas la tête à la fête. Cette fête ne sera pas celle des grands jours. Depuis plus de 2 mois, je n'arrive pas à vendre mes marchandises. Je vais trouver l'argent où pour acheter de nouveaux habits. L'essentiel, c'est d'avoir à manger. À cause du coronavirus, je vais juste aller prier, remercier Dieu pour m'avoir épargné de la maladie. À cause du coronavirus, là, en tout cas, ça ne va pas. Uniquement, moi, je cherche pour les enfants. Pour moi, ce n'est pas la peine, comme il n'y a pas l'argent. Se contenter du peu, prier et rendre grâce à Dieu. Pour de nombreux musulmans, Ramadan 2020 sera célébré dans la sobriété. Voilà, donc on a fait un... Il faut qu'on s'adapte à la situation et fêter avec nos moyens de bord. Après la pandémie, on peut toujours fêter, puisqu'il n'y a pas de jour spécial pour manifester sa joie. Au début, j'étais très inquiet. Dieu merci, il n'y a pas eu autant de morts comme dans certains pays. Il y a donc de quoi se réjouir et fêter selon ses moyens. Le respect des mesures barrières et sanitaires doit donc être de rigueur. Avec les mesures que tous les docteurs et puis ce qu'ils ont dit de faire là, si on a pu suivre seulement, Inch'Allah, ça va aller. On va aller se rendre visite aux agents, c'est de quelques-uns seulement, pour faire les voisins à côté là, pour ne pas trop éloigner de la famille ou pour ne pas amener la maladie pour la famille aussi. Le souhait de tous, la fin de la pandémie, et cette fête de Ramadan est mise à profit pour implorer la miséricorde divine. Des affaires au ralenti, c'est justement ce que vous allez constater au marché de la volaille. Pour ceux qui n'y ont pas encore fait un tour, les gallinacés s'y trouvent à profusion, mais les preneurs se font rares. La situation économique et surtout la crise sanitaire sont pointées du doigt. Bernard Koumbelem et Isia Kanana. À quelques heures de la célébration de l'Aïd el-Fitr ou la fête du Ramadan, l'affluence n'est pas des grands jours chez les vendeurs de volailles installés ici au carrefour de Tanguin. Venu de Kaya pour vendre ses poulets à Ouagadougou, Lassane Kafando attend toujours les clients. Il n'y a pas de marché. Ces poulets, je les vends à 4 000 francs CFA et les clients veulent les acheter à 3 000 francs CFA. Autre site, même constat. Ici au marché des volailles de Somgandé, l'on se tourne encore les pouces. Là aussi, on évoque la morosité du marché. Depuis le matin, on est assis ici, pas de clients. D'habitude, à la veille du Ramadan, on ne pouvait pas compter les clients ici. La situation socio-économique du pays, liée à la pandémie du coronavirus, est pointée du doigt par tous ces commerçants. Sincèrement, il n'y a pas de marché. Partout, on évoque la maladie à coronavirus. C'est donc dur. Chaque année, les clients ne désemplissaient pas ici. À cause de la maladie, les gens ont déserté le marché. Ils ont tous peur. Et ce sont les quelques rares clients trouvés sur place qui apprécient. On regarde les prix actuellement, quand même, on peut dire que c'est abordable. Parce que même dans les villages actuellement, c'est très difficile d'avoir un poulet à moins de 2500, 3000. Donc si à Ouagadougou, on peut encore avoir ça à 3500, je me dis quand même que c'est abordable. On pourrait payer un poulet à 6000, 5000. Bon, si aujourd'hui, je me dis que le contexte en dit beaucoup. Comme les gens savent qu'actuellement la crise, au regard de la crise sanitaire là, bon, je me dis que aussi quand même ils ont un peu baissé les prix.
Il faut dire que les prix sont quand même abordables. Hein. Parce que 3500 francs le poulet, je pense que c'est acceptable. Ils savent que les gens n'ont pas l'argent. Donc je pense que s'ils veulent vraiment s'en sortir, c'est de rendre les prix abordables pour que ça ait à la portée donc, des citoyens burkinabés. Tous restent cependant optimistes. Un optimisme bien partagé par Lassane Kafando qui nourrit l'espoir et le vœu de voir la pandémie à coronavirus bouter hors des frontières du Burkina Faso afin que la vie reprenne son cours normal. Le marché à bétail qui a également réouvert ses portes à la clientèle après une période de fermeture pour cause de Covid. Ce poumon économique de la ville de Ouagadougou s'en tire-t-il à bon compte en cette veille de la fête de Ramadan? Quel est le dispositif mis en place pour freiner la propagation de la maladie? Moussa Ouedraogo et Sekou Zongo y ont fait un tour. Suivez donc leur constat. Marché à bétail de Tanguin dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Un marché qui aujourd'hui grouille d'animaux mais désert de clients. Fermé pendant près de 2 mois pour cause de coronavirus, l'ouverture de ce poumon économique de la ville ne donne pas toutes les attentes de ces commerçants qui disent d'ailleurs avoir subi d'énormes pertes économiques avec la crise sanitaire. Avec la fermeture du marché, nous avons perdu beaucoup d'animaux. N'eût été l'accompagnement de la gendarmerie, c'était vraiment la catastrophe. Nous avions eu des pertes sèches avec la fermeture du marché, car il fallait chaque jour nourrir et abreuver les animaux. Ce qui était difficile. En plus, nous ne pouvions plus voyager pour nous ravitailler. Rouvert avec des mesures de prévention du coronavirus, le marché Sougnoma de Tanguin ne sourit toujours pas à ses acteurs, malgré la fête du Ramadan qui s'annonce. Nous n'arrivons plus à vendre. Voyez vous-même, avant la crise, on ne pouvait pas avoir le temps de vous accorder une interview. Le marché est timide. L'économie nationale est en souffrance aujourd'hui, ce qui fait que nous n'arrivons plus à vendre. La fête du Ramadan s'annonce, mais jusqu'à présent, aucun client. Le marché reste néanmoins un lieu d'attraction et de rassemblement de population. Mais visiblement, le port du masque est un luxe ici. Quid des autres mesures barrières? Une situation qui ne semble pas toucher certains clients. Je pense que c'est des gens, ils sont vachement riches. Hein. Donc c'est le port des masques et puis même les lave-mains à la porte. Je pense que ça ne peut pas poser problème pour eux. Voilà. Je pense qu'ici, ils essaient de cotiser, ils peuvent le faire rien que pour leur santé même. Nous sommes trop pauvres au Burkina ici pour faire ces ans de cirque, mais on prie Dieu seulement que Dieu nous aide avec ces maladies et Dieu nous protège tout moment. C'est une reprise timide des activités dans ce marché à bétail. Même si les acteurs crient à la morosité du marché, tous souhaitent la fin de la pandémie du coronavirus qui a pour corollaire une crise économique. Pour venir justement à bout de la pandémie, les journalistes font partie des acteurs en première ligne de la lutte. Depuis ce 21 mai, ils sont conviés par le PNUD à un renforcement de leur capacité en matière de traitement de l'information. Plusieurs modules sont développés afin de leur permettre de donner les informations justes et nécessaires. Première séance avec Urbain Benito Somé et Mounira Kiri. Tribune d'échange sur la déontologie journalistique en temps de crise. Il s'agit d'outiller les hommes et femmes de médias afin qu'ils diffusent et publient des informations justes et vraies en rapport avec la maladie à coronavirus, des informations porteuses de messages incitant la population à un changement de comportement. Ce qui est important, c'est de mettre l'accent sur les précautions qu'il faut prendre pour éviter que la maladie ne se transmette au niveau communautaire. Malheureusement, ça, c'est pas souvent fait. Les journalistes aiment bien les aspects politiques. Ils vont parler de la gestion de la pandémie, ils vont parler des enjeux politiques, en oubliant que cette question-là, ce sont des questions importantes, j'en conviens, mais ce qui est plus important pour la communauté, c'est sa survie, c'est sa santé
et c'est son développement durable. La rencontre est voulue par le PNUD en collaboration avec l'OMS dans leur volonté de soutenir le plan de riposte contre la pandémie. Ce n'est pas uniquement un problème de santé, c'est aujourd'hui un problème de développement, un problème de société. Et les journalistes, en tant que partie prenante à cette société, ont un rôle très important à jouer pour immobiliser la population, assurer que tout le monde y contribue, tout le monde participe à cette lutte, tout le monde s'approprie des mesures qui sont prises par le gouvernement. Nous avons tous conscience que la gestion de la Covid-19 au Burkina, au niveau communicationnel, est entachée de différentes imperfections et il est important que chacun des acteurs, à la fois le gouvernement mais également la presse que vous êtes, contribue à revoir cette situation-là. Et l'approche du PNUD est d'autant plus pertinente et intéressante que nous savons tous que nous allons désormais vivre avec cette maladie-là pendant un bout de temps. Et pour jouer pleinement leur partition dans ce combat contre la maladie, invite est faite aux journalistes à se départir des fake news. Et pour cela, ils sont exhortés à toujours cultiver le doute méthodique dans la confrontation des faits, des opinions et des sources. Une pandémie responsable d'énormes dégâts dans le tissu socio-économique et c'est dans l'optique de soutenir les efforts du gouvernement que s'inscrivent les différentes donations. Souscrivant à la dynamique, la société cotonnière du Gourmand offre des vivres et du matériel de protection et ce matériel est destiné aux déplacés internes et à la direction en charge de l'éducation de l'Est. L'effort est estimé à 12 millions de francs CFA. Presley Kemtoré et Ibrahim Hassan. Du Gourmand, la Sokoma, au pas de course pour un élan de solidarité. À la mairie de Fadang Gourmand, elle remet 65 cartons de savon, 60 packs d'huile et 5 tonnes de riz au profit des personnes déplacées internes de la ville. Ces personnes déplacées qui ont abandonné leur village, leur champ, risquent de se retrouver en saison blanche. L'année passée, ils ont eu du mal à transporter les récoltes. Nous avons constaté ces derniers temps que même devant la porte de la mairie, on n'arrive pas à contenir le monde. Parce qu'on pense qu'à tout moment, ils peuvent obtenir quelque chose ici. Grâce à votre accompagnement, je crois qu'on pourra les accompagner un temps soit peu. Cap est mis sur la direction provinciale en charge de l'action humanitaire pour un don similaire au profit des personnes vulnérables. C'est au tour de la direction régionale de l'éducation nationale de bénéficier de 4000 bavettes médico-chirurgicales, 500 bavettes faso d'Anfani et 65 cartons de savon et de gel hydroalcoolique. Nous avons jugé bon de soutenir l'action du gouvernement en faveur donc, de la réouverture des écoles. La direction régionale chargée des enseignements est un partenaire véritablement stratégique pour nous la Sokoma. Et dans la mesure du possible, nous travaillons chaque année justement à les soutenir. Donc, face à la situation des déplacés, nous ne pouvions pas non plus rester sensibles à l'appel des populations, à l'appel des autorités locales, chose qui a donc prévalu à ce que nous fassions ces gestes. Le montant total de ces dons s'élève à 12 millions de francs CFA. Les déplacés internes de la région du Nord ne sont également pas oubliés. Les fils et filles, à travers l'association AMI, ont remis un important lot de matériel et des vivres au comité régional de riposte. Irene Kaboré et Alidou Alain Sawadou. Plus de 200 sacs de vivres et de non-vivres pour les déplacés internes de la région du Nord et du matériel de lutte contre la maladie à coronavirus. Le geste est de l'association AMI, appui moral, matériel et intellectuel à l'enfant pour soutenir le comité régional de riposte au Covid-19. Le président du comité salue le geste et promet une gestion efficiente de la donation. Mon message, c'est de les remercier et de leur donner toutes les assurances qui nous ont mis des outils de gestion qui vont permettre effectivement de pouvoir faire ressortir leurs donations si le besoin se manifeste. L'association AMI accompagne plus de 1300 personnes vivant avec le VIH selon sa directrice exécutive. Ce don lui a donc été possible grâce au soutien du secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida, SPCNLS. En plus de ce que nous faisons au niveau de notre centre en prenant en charge gratuitement tous les déplacés
internes qui viennent en consultation chez nous. Pour le Covid-19, nous avons formé plus de 400 personnes qui sont sur le terrain et qui font de la sensibilisation. La région du Nord compte à ce jour 0 cas de Covid-19 et plus de 66 000 déplacés internes. La problématique de l'emploi des nationaux dans les sociétés minières et l'effectivité du paiement des taxes prélevées sur l'utilisation de l'eau, des questions sensibles évoquées par le rapport de la mission d'information parlementaire sur l'opérationnalisation du fonds minier. C'est dire donc qu'en dépit de l'adoption en 2015 de la loi relative à ce fonds, cette dernière peine dans son applicabilité. C'est en somme le contenu du rapport de la mission restitué ce matin à l'Assemblée nationale au cours d'une séance plénière. Nous suivons les développements avec Gérard Sommet et Olopoda. Ce document de 242 pages est le fruit d'une mission d'information parlementaire sur le secteur des mines au Burkina Faso. Une sortie des députés sur le terrain pour s'assurer de l'opérationnalisation du fonds minier, la problématique de l'emploi des nationaux dans les sociétés minières et l'effectivité de la contribution financière en matière d'eau au profit des agences de l'eau. Il y a des textes qu'on peut-être on arrive un peu avec des difficultés à mettre en œuvre. En tous les cas, on peut quand même se réjouir de ce début de prévention de ces fonds miniers, quand nous savons que cela n'existait pas du tout. La loi date de 2015. Bon, on a commencé à avoir déjà sur le terrain ces fonds-là au niveau des collectivités territoriales. Il ressort de ce rapport que le taux de recouvrement du fonds minier de développement local est estimé à 52%. Pire encore, toutes les sociétés minières ne sont pas en règle vis-à-vis de la loi relative au fonds de réhabilitation et la fermeture de la mine. Et donc, si l'État a dit 1%, c'est parce qu'il y a des entreprises qui finançaient beaucoup et puis d'autres qui faisaient du saupoudrage. Et l'État a décidé d'un pourcentage plancher pour tout le monde. Je reviens au ministère de l'Environnement de mettre en œuvre la question liée à la réhabilitation et à la fermeture des sociétés minières. Il faut souligner qu'au dépôt du rapport, du plan de réhabilitation de la société Karsaka, il n'existait pas, il existait un vide juridique. Parce qu'en 2014, on ne savait pas qui devait non seulement réceptionner ce plan de réhabilitation et qui devait le mettre en œuvre. Mais à la date d'aujourd'hui, ces questions sont réglées. Sur la question du paiement de la ressource eau prélevée par les compagnies minières dans leurs activités, là aussi les lignes ont très peu bougé. Le taux de recouvrement est de 0,8%, soit environ 1 milliard de francs CFA sur les 14 milliards à recouvrer. Les miniers ne veulent pas payer la CFE et ils utilisent tous les artifices possibles. C'est tout. Même ceux qui vendent l'eau en sachet la payent la CFE. La Brakina paye la CFE, l'ONIA paye la CFE, les BTP payent la CFE. Au jour d'aujourd'hui, les débats de la CFE avec les miniers datent de plus de 9 ans. Avec 12 ou 13 milliards qui sont dans la nature, on peut faire plein de choses. On peut faire plein de choses. Le Burkina Faso n'est pas un État voyou. C'est un État normal, dirigé par des hommes normaux. Donc on ne peut pas permettre à des sociétés ou à des individus de venir nous narguer chez nous. Et ça aussi, il faut être clair là-dessus. Donc, monsieur le ministre, vous avez le soutien indéfectible de l'Assemblée nationale. Le rapport fait état de cette dérogation qui permet à Essakan SA d'importer son propre carburant sans passer par la Sonabi. Toute chose qui crée un manque à gagner dans les recettes de la nationale des hydrocarbures. Que Sonabi, qui avait donné l'autorisation, et disent je retire mon autorisation, que la mine refuse. On veut me dire ici que la mine refuse. J'ai dit, mais moi, c'est une affaire commerciale entre Sonabi et la mine. Pour ce qui concerne la promotion des nationaux dans les emplois des mines, on dénombre plus de 13 000 Burkinabés, toutes catégories confondues dans les sociétés minières, sous le régime de contrat à durée déterminée. Un nombre important, mais le bémol, c'est que les plans de formation et de transfert de compétences ne sont pas conformes à la loi en vigueur. Cet autre titre de l'actualité avec la coopérative des femmes de Bouala. Depuis 2 années, elle travaille à la récupération des déchets plastiques pour en faire des pavés utilisables.
Pour ce faire, des dispositifs de collecte sont placés à plusieurs endroits de la commune. L'initiative est soutenue par le projet Calitom de la ville de Cognac en France. On en apprend davantage avec Martin Ouedraogo et Yacouba Kouala. La coopérative des femmes du Bois fait de la collecte des déchets plastiques son cheval de bataille. Les gens adhèrent à la collecte parce qu'il y a 70% qui acceptent de ramasser les sachets. Donc si on dit 70%, c'est-à-dire qu'il y a 30% qui refusent. Avec la sensibilisation, elles vont accepter. J'espère qu'on va atteindre les 100%. Toutes les semaines, ces femmes ramassent les déchets plastiques dans la commune de Bois. Des dispositifs de collecte sont installés dans les marchés, les kiosques, mais également dans tous les autres villages de la commune. Notre partenaire nous appuie en ce qui concerne le matériel. Vous voyez même l'investissement ici, c'est le partenaire. On a du matériel de collecte. Une fois collectés, ces déchets sont stockés dans ce magasin aménagé. Quelques kilogrammes de sable chauffés dans cette chaudière, puis on y ajoute le plastique. Le mélange est fait grâce à un dispositif à pédale qui fait tourner la chaudière. La pâte obtenue est ensuite versée dans des moules et voici le résultat, des pavés résistants. C'est pour le développement de Bois-là que nous avons accepté de travailler ici. Si toutefois tout devient bien, cela sera notre honneur et l'histoire retiendra que nous sommes les pionnières de cette usine. Les premiers résultats obtenus en termes de collecte des déchets plastiques et de fabrication des pavés à Bois-là rassurent les autorités communales. Vous savez que Bois-là est à, je dirais, 95% agriculteurs et éleveurs. Alors donc du coup, l'impact de ces sachets-là sur l'environnement s'est révélé vraiment négatif et Calitom s'est engagé à nous accompagner dans ce projet. Cette unité de transformation a vu le jour grâce à l'appui du projet Calitom de la ville de Cognac en France. Les autorités communales et les volontaires s'engagent à collecter et à produire plus de pavés. Dans l'actualité, hors de chez nous, le Pakistan est endeuillé après le crash d'un avion en ligne. L'appareil qui transportait 107 passagers s'est écrasé sur les habitations d'un quartier résidentiel. On dénombre pour l'instant une 50aine de morts, mais le bilan pourrait s'alourdir. Le crash s'est produit alors que les vols intérieurs avaient repris il y a quelques jours seulement, après plus d'un mois d'arrêt. Au Pakistan, un Airbus A320 de la compagnie nationale PIA s'est écrasé dans un quartier résidentiel de Karachi, tout près de l'aéroport. Il avait à son bord 107 passagers et membres d'équipage. L'appareil qui reliait Lahore dans le nord-est du pays à Karachi au sud aurait tenté par 3 fois d'atterrir avant de s'écraser sur des habitations dans ce quartier pauvre et surpeuplé. Le bilan des 107 morts est donc loin d'être définitif. D'après des témoins, des flammes s'échappaient dans des moteurs de l'avion. Outre les secours, des militaires ont été envoyés sur place. L'Airbus avait été vérifié en novembre de l'année dernière. L'Inde et le Bangladesh font face au super cyclone en pleine pandémie du Covid. Face aux ravages, les habitants sont invités à rejoindre des abris plus sûrs, mais certains sont dans l'inquiétude d'une éventuelle contagion au Covid. Le dernier bilan du typhon établi ce 21 mai fait état de 84 décès, dont 72 côté indien. C'est un malheur qui s'ajoute à un autre en Inde et au Bangladesh. Le cyclone Umpun s'est abattu sur ces deux pays en pleine pandémie. D'après le dernier bilan officiel établi ce jeudi, le typhon a fait au moins 84 morts, dont 72 côté indien. Dans la région de Calcutta, où 15 personnes sont décédées, 3 millions de personnes ont dû être évacuées. Au Bangladesh, 12 décès sont à déplorer. Une vague de 5 mètres de haut s'est engouffrée dans les terres, broyant tout sur son passage. Les personnes évacuées ont rejoint des abris que les pays avaient ouverts après le cyclone de 1999, mais une autre menace les guette. Il y a trop de monde ici, dit cette femme. C'est impossible de garder la distance avec les autres. Je suis très inquiète. On ne pouvait pas rester à la maison à cause du cyclone. Et ici, il y a le danger du coronavirus. J'essaye juste d'échapper aux deux.
Le Bangladesh a donc ouvert 3 fois plus d'abris pour qu'ils soient moins chargés. Certains habitants ont donc choisi de rester chez eux. Si l'intensité des cyclones s'est accentuée ces dernières années dans le golfe du Bengale, un phénomène partiellement attribué au changement climatique, les bilans humains sont généralement bien moindres que par le passé grâce à un système de surveillance plus développé et à des mesures préventives bien rodées. Dernier élément de cette édition, c'est un hommage au griot électrique. Entendez par là Mori Kanté que nous allons nous quitter. Le chanteur-musicien guinéen est décédé ce vendredi à l'âge de 70 ans dans un hôpital à Conakry. L'homme né d'une famille de griots a contribué à populariser la musique africaine et mandingue loin de ses frontières avec le titre Yeke Yeke, le maître de l'instrument traditionnel à cordes qu'est la kora, doté aussi d'une voix de tête, a accédé à la gloire dans les années 80. L'album Aquaba Beach, dont est issu le titre, est l'une des plus grosses ventes mondiales des musiques noires. On se quitte donc sur ce succès mondial et à demain, Dieu voulant.